Bonjour et bienvenue sur Santi TV. On se retrouve donc pour notre deuxième interview de notre concept. On fait le tour des VC français et bientôt à l'international. On l'espère en tout cas si ça marche bien. Déjà, merci d'avoir regardé le premier épisode avec Paul Bazin qui nous avait conseillé de te voir et de te prendre en interview. Donc c'est un plaisir d'être aujourd'hui chez Serena. C'est un petit extrait de la vidéo de Paul. Moi, j'adorerais l'avoir chez vous. C'est Eric de Serena qui a fait un move ultra intéressant de passer sur le fonds généraliste et de prendre en main un fonds thématique sur l'écologie, enfin proche de ses convictions. Pour le rappel, notre concept, il est très simple. C'est aller chez chaque fonds de VC de la place et mieux comprendre les performances, les échecs, les gains, les multiples. Voilà, je suis Antoine Santi, le frère de François. J'ai à peu près 2 ans d'expérience dans la tech, 1 an chez un lever, chez son partenaire, et 2 expériences en VC, une chez BGV et une autre, je suis actuellement chez Draper Associate, entre la France et les États-Unis. François, je te laisse te présenter. De mon côté, très rapidement, investisseur et entrepreneur, j'ai fait 10 ans chez Caporn. J'ai monté il y a 1 an maintenant Equinox. On est 5 associés. On investit dans le climat, la santé, l'intelligence artificielle, des tickets de 1 à 10 millions d'euros. On reste relativement sous les radars et c'est passionnant d'avoir la double casquette entrepreneur et investisseur. Comme l'a dit Antoine, je ne vais pas paraphraser. On va essayer d'apporter du contenu extrêmement pragmatique, direct. Et l'objectif, ça va être de mieux comprendre qui sont nos invités au-delà de leur perf, au-delà des sujets de thèse un peu traditionnels qu'on entend partout. On va aller vraiment rentrer dans des anecdotes, du croustillant, des chiffres et du pragmatique sur les comportements en board, les comportements lors des négociations de term sheet. Enfin bref, on va rentrer en tout cas dans le vif du sujet. Aujourd'hui, et nous allons passer à l'interview, il va y avoir 4 grandes parties. On va d'abord parler parcours et perso, même un peu de perso. C'est toi qui doseras ce que tu veux nous dire. On arrivera ensuite sur l'investissement, Antoine, pur et dur, les résultats, les réussites, les échecs. Un petit regard en troisième partie sur le marché du venture capital et de l'impact au sens large. Enfin, on aura un petit jeu, petite surprise, vers la fin de la vidéo. Et on terminera par des anecdotes. Antoine, on attaque ? On peut attaquer tranquillement. Je te laisse poser la première question, si ça te va. Eric, ton parcours, ça fait plus de 10 ans que tu es chez Serena. Avant que tu nous racontes tes expériences, ton ressenti, ton vécu chez Serena, est-ce que tu peux nous parler de ton premier entretien ? Ouais, bah déjà merci de me recevoir. Et puis c'est super déstabilisant de vous avoir tous les deux parce que vous avez la même voix. L'entretien c'était avec les managing partners, donc les fondateurs du fonds, donc Marc, Xavier et Philippe. En fait oui, je m'en souviens parce que c'était assez déstabilisant, simplement parce que j'ai fait chaque entretien sans savoir si le truc s'était bien passé ou pas. Globalement, il y avait un bon échange, il y avait une bonne discussion, et à la fin en fait j'arrivais pas à savoir si j'avais été bon ou pas. Et je m'étais dit à la sortie de ce truc-là, franchement je sais pas si ça s'est bien passé. L'échange était cool, voilà, j'en savais pas plus. Et quand ils m'ont dit que j'avais été pris, j'étais un peu en panique, quoi, parce que je m'étais dit, putain, je vais passer associate. Genre, le truc pour moi, c'était chargé d'affaires, c'était un titre qui était impressionnant pour moi. Et j'étais en panique à ce moment-là, sachant que j'avais une autre opportunité ailleurs. Et pour moi, j'ai failli refuser de rejoindre Serena en me disant que c'était trop gros, quoi. Et finalement, j'ai bien fait d'y aller, quoi. Je connais pas bien Philippe, mais pour la petite anecdote, j'ai eu Ouais. Marc et Xavier en professeur à Ouais. l'ESCP, donc je les connais un petit peu. C'est 2 styles différents. Ouais. Et Xavier en entretien, Marc, tu l'as bien résumé, j'imagine bien la Ouais. patte un peu entrepreneur, brut de décoffrage dans le bon sens du terme. Xavier ? Xavier, lui, c'était plus technique, vraiment comment je vais sourcer, S'il avait une question, c'était le comportement avec l'entrepreneur. Je m'en rappelle de ça, parce que je m'étais dit merde, j'ai mal répondu. En gros, c'était une question du style si l'entrepreneur il fait pas ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais, quoi. Et donc moi, à ce moment-là, je revenais un peu de, j'avais fait une expérience en LBO, donc il y a un truc très hiérarchique, quoi. Le LBO, c'est toi le patron. Dans le venture, en fait, t'es minoritaire. Donc si l'entrepreneur fait pas ce que tu veux, bah, c'est sa boîte à la fin, tu vois. Et donc moi, je m'étais dit, bah, j'essaye d'influer, j'essaye de, machin, etc. Et Xavier m'avait dit, bah, en fait, c'est sa boîte. Et je m'étais dit, merde, putain, je me suis planté. Ouais. Je me permets de rebondir sur ton choix du VC versus du LBO pur et dur. Aujourd'hui, je vois les jeunes à l'ESCP qui sont encore en école, ils hésitent de plus en plus à partir sur la voie royale de la finance pure et dure versus le venture ou des choses qui ont un peu plus, et on en reparlera après, d'impact. Toi, c'est quoi ta vision par rapport à ça ?
Alors, j'avais pas en tête ça, en fait. Pour moi, c'était un truc, le venture, c'était devenu justement la voie royale de la finance, parce qu'en fait, ça cumule l'argent. Avant, il n'y en avait pas, donc je comprends que c'était un peu risqué. Aujourd'hui, c'est un marché qui est dérisqué, il y a beaucoup d'argent, il y a des carrières, il y a des bonnes rémunérations, il y a de l'accès aux carides. Donc moi, j'avais plutôt en tête que c'était devenu la voie royale de la finance, quoi. On a ton premier entretien chez Serena, maintenant après 10 ans. Quels sont tes drivers? Qu'est-ce qui te pousse à faire encore ce job? Et est-ce que le petit Eric est content de maintenant ces 10 ans passés chez Serena? Ouais, bah après, c'est comme tout parcours, il y a des variations, quoi. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que mon principal driver, c'est que si je regarde le marché, en fait, je me dis, il y a peu de gens qui sont encore jeunes, qui ont l'expérience, un début de track record et qui se consacrent à la thématique de l'impact. Et donc, je me dis, si je dois. En fait, je suis à la croisée, enfin, je cumule pas mal de choses qui me permettent de m'assurer que je peux maximiser l'argent qu'on va investir dans des boîtes à impact, quoi. Donc je trouve que c'est l'endroit parfait pour moi pour exercer entre guillemets mon talent, quoi. C'est de saisir cette opportunité pour faire en sorte que le prochain milliard qu'on lève chez Serena, bah, je le rende vers l'impact, quoi. Et c'est ça qui me drive en fait. C'est comment je maximise l'impact que je vais avoir. Et aujourd'hui, en fait, il y a trop de choses qui convergent pour me dire que c'est le moment d'accélérer et de faire en sorte que on flèche le maximum d'argent vers l'impact. Très clair. Et plutôt à contrario, qu'est-ce que tu détestes faire, tout simplement? Oui, et pour t'aider peut-être, enfin, moi, de façon caricaturale, je dirais que dans notre job qu'on fait tous les trois, il y a de l'investissement, du suivi, de la levée de fonds et on va dire du marketing. Bon, il y a bien plus que ça, mais j'ai l'impression qu'il y a ces 4 grands blocs. Est-ce que pour rebondir sur ce que dit Antoine, il y a un de ces blocs-là en particulier que tu n'aimes pas faire? Alors, je vais répondre à ta question, puis après, je te donnerai un truc plus macro. Mais en gros, ouais, aujourd'hui, dans ce que j'aime moins faire, j'aime moins toute la partie très en amont où il faut rencontrer le maximum d'entrepreneurs. En fait, alors j'adore rencontrer des entrepreneurs, mais je trouve qu'il y a un côté trop répétitif où je préfère en fait rentrer plus en profondeur sur quelques sujets. Et le côté un peu je survole plein de trucs, aujourd'hui, ça me convient plus. Et après, ce que j'aime moins faire en fait, mais que je fais moins aujourd'hui, mais quand même, il y a une partie du job qui consiste aussi à représenter ton fonds. Tu es l'actionnaire, tu représentes le fonds vis-à-vis des boîtes que tu suis, tu vois. Donc parfois, tu as des lignes directrices, tu vois, sur une décision que tu dois prendre, un refinancement, une position sur une sortie. Et ce qui m'a, moi, vachement coûté perso dans mon job, ça a été parfois de devoir porter des décisions avec lesquelles, en fait, personnellement, j'étais pas en ligne, quoi. Et donc ça, ça me met extrêmement mal à l'aise parce qu'en plus de ça, souvent, c'est des trucs que je sais pas défendre. Et donc, du coup, je suis pas bon. Je crée de la frustration vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de l'entrepreneur. Je peux détruire la confiance. Enfin bref, donc dans des situations où je suis pas en train de porter des trucs, des messages qui, moi, me semblent vraiment importants, ça, c'est des trucs que je déteste faire, quoi. Mais qui ne se produit plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'ai mon fonds que je gère, sur lequel je prends les décisions. Donc en fait, même si je dois rendre des comptes, il y a une forme d'alignement, quoi, entre la décision que je prends et l'action, quoi. Alors une dernière question, et Antoine, on passera à notre deuxième partie, justement pour rebondir. Historiquement, tu as été sur les fonds qu'on va dire généralistes chez Serena, et très récemment, il y a deux ans, enfin tu vas nous le dire en tout cas, tu as pris la tête de Racine Carrée. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer le passage de ce chapitre 1 à ce chapitre 2? En fait, c'est un alignement des planètes. Moi, à titre perso, j'avais appris beaucoup sur les fonds plus généralistes, donc c'était hyper galvanisant. Mais en fait, j'avais un décalage entre mon alignement perso, quoi, mes convictions perso sur des questions environnementales, sociétales, et en même temps mon day-to-day d'investisseur où je regardais tout sauf des questions environnementales, quoi. Et donc moi, j'avais cette recherche-là de réalignement. Et en fait, à un moment donné, j'ai compris que j'avais le droit, dans ma vie pro, d'incarner qui j'étais, quoi, vraiment. Et en fait, je me rends compte que c'est là où on est le meilleur, en fait, c'est quand en fait, on incarne qui on est dans sa vie pro, quoi. Et ça s'est fait vraiment avec un alignement des planètes, parce qu'à ce moment-là, on commençait à réfléchir sur une thématique plus impact. Et là, en fait, il y a Racine Carrée qui est sorti de terre avec une espèce de joint venture avec Make Sense, qui est une ONG, Serena, qui est la partie venture, et on a pu monter ce fonds ensemble, quoi. Donc c'était vraiment alignement des planètes, et c'était il y a 3 ans. Alors super, justement, on va parler de Racine Carrée. On rentre dans notre deuxième partie, qui est donc la stratégie d'investissement chez Racine Carrée. Question très simple, est-ce que tu as souvent raté des deals? Est-ce que ça t'est arrivé de rater des deals? Et je vois souvent sur ton LinkedIn, tu es assez transparent là-dessus. Tu parlais, je
me rappelle de 2 deals ratés depuis 2024, il me semble. Est-ce que tu pourrais nous en parler et pourquoi tu les as ratés? Et quand tu dis raté, c'est raté, j'ai pas eu l'investissement ou j'ai fait l'investissement et il est entre guillemets raté. Pour l'instant, j'ai pas eu l'investissement et après on pourra en parler. J'ai manqué l'investissement. J'ai manqué l'investissement, ouais. Ouais, en fait, plus largement, j'en ai manqué plus que ça. Là, c'était sur 2024. Et effectivement, ça a été en fait une thèse d'investissement. Il y a le côté très. Quand tu regardes les fonds d'investissement, tu regardes les sites internet, tu as l'impression que les thèses, elles sont claires, quoi. Et en fait, en réalité, c'est toujours en cours de construction, quoi. Et en fait, on était dans un moment de la thèse où j'avais envie de déployer un peu plus et d'aller sur des plus petits tickets, quitte à faire du follower, quoi. Et en fait, c'est un nouvel type de strat qu'on a un peu adapté début d'année dernière. Et du coup, en fait, cette strat un peu de follower faisait que même dans la dynamique du deal, je manquais de conviction, quoi. Et donc, je manquais de conviction sur le fait que c'était un bon deal à faire pour le fonds. Et j'ai manqué de conviction sur le fait vis-à-vis des entrepreneurs pour dire il faut absolument que tu me prennes moi, en fait. Et donc, en fait, dès que tu envoies des signaux mitigés, l'entrepreneur, ça lui plaît pas, quoi. Et c'est normal. Il a besoin de construire une cap table cohérente avec des gens engagés, quoi. Et donc, ça, c'était un cas de figure. Et après, si je peux rajouter d'autres cas de figure sur des deals ratés, qui étaient plus sur on va dire, la partie 1 de ma carrière, qui était sur les fonds généralistes. Tu vois, j'avais vachement regardé Photoroom, j'avais regardé Maze, j'avais regardé Sorar. Et en fait, là, c'était la phase où j'étais pas aligné perso et pro, quoi. Parce qu'en fait, c'était des deals, je savais qu'ils étaient cool, mais je me sentais pas legit à me battre pour ces deals-là, quoi. Parce que, en fait, j'aimais bien le truc, mais j'étais pas assez pertinent sur ces thématiques-là pour convaincre des entrepreneurs de ce calibre-là, quoi. Et du coup, pas aussi legit et confiant pour convaincre mon comité d'investissement, quoi. Et donc à la fin, ça fait un truc mitigé où en fait on y va, on n'y va pas et voilà, les deals ils passent, quoi. Et juste question B' là-dessus, est-ce que c'est des deals où finalement l'entrepreneur ne t'a pas choisi ou est-ce qu'il y a eu aussi des deals un peu emblématiques où chez Serena on t'a dit non, ton fameux anti-portfolio, toi tu avais une conviction, on t'a dit non? Ouais, il y a ces Maze Design, je sais pas où ils en sont, mais ils ont fait des belles levées, ils ont fait une série B au moins de 20 ou 30 millions il y a 2 ans, et ils font de l'A/B test en gros sur des applications mobiles. Et c'est une belle boîte, quoi, aujourd'hui, qui doit être bien valorisée. Je ne sais pas comment ils ont avancé depuis, mais en tout cas, ça fait partie des boîtes où en fait on m'a dit non, ou parce que je me suis pas assez battu pour le truc, parce que j'étais encore un peu junior, enfin il y a plein de trucs comme ça, quoi. Très clair. Peut-être le corollaire, Antoine, est-ce que tu peux nous citer une ou deux boîtes dans laquelle tu as investi, qui sont ce que j'appelle des sociétés popcorn. Donc c'est exceptionnel, c'est du cinéma. Soit tu es au board, soit tu l'es pas, mais tu regardes juste la progression qui est exceptionnelle et c'est une source d'apprentissage, mais vraiment passive. Est-ce que tu as des deals comme ça? Ouais, il y a 2 boîtes auxquelles je pense. Alors, c'est jamais complètement popcorn parce qu'il y a toujours des aléas qui te font un peu flipper, quoi. Mais on a une boîte qui s'appelle Axinta, dans laquelle j'ai investi en 2019, qui est sur la géothermie. Donc, il fait du stockage géothermique, ça permet de décarboner la fonction thermique des bâtiments, qui est une boîte qui a levé une série B de 100 millions il y a 1 an. Et qui a pas mal pivoté pour trouver un peu son vrai business model et son vrai go-to-market, mais qui ensuite a fait une trajectoire vraiment en termes de chiffre d'affaires qui est proche de celle du SaaS, quoi, tu vois, avec ce qu'on attend en termes de croissance. Ça, c'était magique et tu te laisses juste porter par l'entrepreneur parce qu'en fait, le gars, il sait où il va. De toute façon, moi, je leur fais confiance, donc tu vois, ils foncent. Et après, il y a Helios sur un univers qui est pas évident, puisque c'est un univers bancaire, néobanque où on connaît le marché des consumer fintech. Et boîte, pareil, avec une fondatrice qui, en fait, te fait le BP à la virgule près, quoi. Et donc, enfin, j'en ai pas toujours habitué à ça, quoi. Super. Et je rajouterai au montage peut-être d'autres boîtes sur ton portefeuille qui sont vraiment aussi super, Carbon Farm, Dune et Kelvin, que je rajouterai au montage quelque part. Petite dernière question, si ça te va François, sur la stratégie d'investissement, à part si tu en as d'autres. Non, vas-y, c'est parti. On va plus poser les questions sur un petit bilan aujourd'hui du fonds, donc ça fait à peu près 2 ans, 2 ans et demi que le fonds existe. Est-ce que tu peux nous donner un peu des détails croustillants sur potentiellement tes visions sur les exits futurs? Est-ce que déjà il y a un certain multiple qui peut déjà être formé ou pas? Et est-ce qu'on peut avoir ce genre de chiffres, ce croustillant comme on l'aime avec François? Ouais, bien sûr, ouais, on va chercher du croustillant. Ouais, là, le fonds, il a 3 ans, on a appelé 30% du fonds à peu près, donc ça fait en total 23 ou 26 millions. On compte, en gros, si on retire les management fees, on va déployer 72 millions.
On compte faire encore une dizaine d'investissements. Là, l'année dernière, on a refinancé dans la première batch du portefeuille, il y a quasiment 50% du portefeuille qui a été refinancé. Donc à chaque fois avec des markups. Donc c'est là où on a, ça j'avais été transparent là-dessus, là où on a un peu trop payé les boîtes au début parce qu'on a commencé à déployer le fonds dans le haut du marché. Donc c'était en 2022. Donc là, le marché était encore assez haut dans les valorisations. Donc ce qui fait que les tours d'après, là où classiquement on attend des 2x en valo entre un tour seed et un tour A par exemple, ou un tour A et un tour B, c'est souvent les métriques, les standards qu'on attend. Là aujourd'hui on est plus proche du 1,4, 1,5, donc c'est quand même des markups de valo, mais un peu en dessous de ce à quoi on s'attendait. Donc là le focus c'est continuer à déployer, sans doute des tickets plutôt de 1 à 2 millions, et en essayant de se battre sur les ownerships assez classiquement, parce qu'on a besoin d'être dans notre range de 15-20% si on veut pouvoir aller chercher les multiples qu'on veut pour return le fonds, quoi. Troisième partie, donc, on va parler maintenant du marché, avant notre petit jeu qu'on t'a concocté. Sur le marché, il y a 2 sujets principaux dont on aimerait te parler. Le premier, c'est l'impact bashing. Je vais être caricatural et schématique. On oppose souvent performance à impact. Il y a beaucoup d'articles, de podcasts sur le sujet. Toi, tu fais un fonds avec un gros prisme, en tout cas green. Et je ne sais plus si vous êtes article 9, je ne crois pas. Ouais. Vous êtes article 9. Donc, on peut rentrer dans la case impact. Quel est ton avis sur le côté impact et performance? Est-ce qu'il faut nécessairement des boîtes internationales? Quel est le multiple que vous visez? Quel est ton regard sur ce sujet? C'est un sujet qui est hyper complexe, mais en gros, moi, tel que je vois le truc, je vais être assez macro, mais en gros, si tu prends les principes risques business qui pèsent sur les boîtes aujourd'hui, à 10 ans, tu prends le World Economic Forum qui a fait une liste de ces thématiques-là. En fait, dans le top 10, c'est des risques environnementaux. Et donc, en fait, si tu traites pas la question environnementale, tu fais peser un énorme risque sur le business de ta boîte. Donc pour moi, c'est justement en éludant la question de l'impact que tu risques de dégrader ta performance. Tu vois, c'est juste mécanique, tu vois. En fait, dans la question de la performance, tu as une question d'optimisation court terme. Sauf que tu peux pas, dans nos métiers de venture, la réalité c'est que des fonds en Europe, ils se débouclent en 15-17 ans. C'est ça la moyenne de débouclage des fonds. 15-17 ans, ça nous ramène, on est en 2025, ça nous ramène à 2040. Là, on va être quand même assez chaud sur les risques climatiques qu'on voit déjà vraiment concrètement se matérialiser en Europe. On a vu les incendies. Donc en fait, on a besoin d'anticiper ces thématiques-là et donc il y a besoin de solutions tout de suite, quoi. Si on évite la question de l'impact aujourd'hui, je pense qu'on fait peser des gros risques sur la performance des boîtes. La performance, c'est du court terme, c'est de slalomer entre les risques. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de réfléchir à la robustesse des boîtes. C'est en fait, en réalité, dans un environnement économique qui est mouvant, des questions sanitaires qui, on l'a vu avec le Covid, qui pourront se reproduire. Tu as trop de risques géopolitiques, économiques et sanitaires qui reposent sur les marchés pour ne pas construire des boîtes robustes. Donc moi, c'est ma conviction. Maintenant, il faut le prouver et c'est le job de la finance. La finance, c'est du pattern recognition. Donc on a besoin de montrer un pattern de performance et donc c'est nous, notre génération de fonds, à notre génération de fonds de le faire, quoi. Quand Eric dit 15 à 17 ans, il est vraiment dans l'anti-discours LPs. Ouais. Parce que c'est peut-être la vérité, effectivement, et on a des bons exemples, mais on vend plutôt du 7-9 ans, mais la réalité, c'est qu'il y a certains gros actifs, je crois que... Alors, c'est pas Impact, Ouais. je crois que c'est Believe chez Ventec ou Xange qui est sorti au bout de 17 ans. C'est un formidable succès, mais ça a mis plus de 15 ans, je crois, à avoir une très belle trajectoire. Mais en tout cas, c'est très clair, merci. Et peut-être le corollaire, avant de laisser la parole à Antoine, c'est la question du caride. Est-ce que tu penses que tu vas en gagner et quel est ton regard sur ce sujet? Alors, en gagner, oui, et j'en ai déjà gagné. En gagner avec le fonds Impact, c'est mon play et ça répond à la question de la performance, quoi. Mais tu en as déjà gagné. Ouais. Je serais curieux, moi j'arrive pas à trouver les statistiques par rapport au sujet, mais en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un modèle on indexe la performance des investisseurs dans la société de gestion sur la performance post-hurdle du fonds ou des fonds en question. Donc félicitations, c'est que les investissements étaient bons. A priori. Félicitations. Non, mais c'est vrai que c'est des stats qui sont peu connus. Et en fait, c'est pour moi, ça, je ne sais pas si on va parler du marché plus largement, mais quand tu disais c'est un discours anti-LP, je pense que c'est pas forcément politiquement correct de dire que la classe d'actifs VC produit des PME, mais c'est globalement le cas en fait. Quand on regarde, on a un gros problème et en fait il y a un éléphant au milieu de la pièce qui est les exits.
En gros, il n'y en a pas. Et donc, comment tu es capable en fait, d'aller créer de la surperformance que vend le venture quand tu n'as pas d'exit, quoi. Et donc, tu vois, pour moi, c'est quand même un des gros sujets qu'on doit arriver à traiter sur ce marché-là, c'est de travailler sur les exits. Et la plupart du coup, des fonds qui ont fait du carried, c'est pas sur des exits full en sortie de boîte, c'est essentiellement sur des mécaniques de cash-out au fur et à mesure des tours, quoi. Ouais, après, tu vois, alors c'est pas moi qui suis interviewé, mais chez Equinox, notre conviction là-dessus, c'est qu'il faut des entrepreneurs français, mais qui vont nécessairement aller à l'international. Alors l'idée, c'est pas d'avoir une fuite des talents, mais les exits, aujourd'hui, elles sont aux US, la plupart. Je n'ai pas envie de donner trop de lieux communs. Donc nous, en tout cas, de notre point de vue, day one, lors du pitch, on doit avoir une vision internationale. Parce que la boîte franco-française, il y a des contre-exemples, mais des exits dans l'Hexagone, il y en a peu. Est-ce que toi, les sociétés chez Racine Carré doivent avoir une approche internationale nécessairement? Ça dépend des marchés, tu vois, il y a des marchés dans la santé où en fait d'avoir, tu vois, un Docto, on n'est pas dans Doctolib, mais tu vois, en réalité c'est une boîte française qui te permet quand même d'avoir, alors il faudra l'exit, qui va la racheter, etc. Ça va être, c'est des questions qu'on peut se poser, mais pour moi ça dépend des marchés. Ok, hyper clair. Dernière question, si ça te va, dans cette partie-là. Ton regard sur le VC, là, il est assez clair, et puis surtout ton regard sur ton fonds. Aujourd'hui, pour toi, et on l'a déjà posé à Paul cette question, est-ce que c'est un métier de hard ou soft skills? On dit souvent que c'est un métier de soft skills, le VC, mais est-ce qu'il y a une partie plus orientée climat pour, à mon avis, regarder surtout les KPI du climat, qui devient un peu du hard skill, qui va tendre vers du hard skill? Bah, c'est sûr que sur des boîtes deep tech, même des boîtes biotech qui viennent traiter des questions climatiques, c'est sûr qu'il faut avoir des gens qui comprennent la science, et là tu as besoin de hard skills, quoi. Mais globalement, ça, je trouve que cette compétence-là, elle est sollicitée à un instant T, qui est le moment de la due deal et de la décision d'invest, quoi. Parce qu'après, surtout ce que ça va mobiliser, et particulièrement sur des boîtes deep tech, en réalité c'est du soft skills, c'est de la patience, c'est de la confiance vis-à-vis de la trajectoire que mène la boîte. Et pour moi, c'est les deux compétences que tu dois avoir en tant que VC. C'est savoir être patient, parce qu'en vrai, il y a des boîtes parfois qui font rien pendant 3 ans et tout d'un coup ça décolle, quoi. Et donc il faut quand même avoir ce recul-là et être capable d'être patient. Et du coup, être très confiant dans l'entrepreneur et dans ce qu'il est en train de construire, quoi. Très clair. On passe à notre jeu. Super. Notre jeu va être à la fois simple et compliqué. Simple parce que les règles sont faciles. Compliqué parce que Eric, qu'on connaît un peu, est réputé pour son humilité, et je pense que tout le monde le sait, et c'est très positif quand je le dis. Et là, dans ce jeu, tu vas devoir parler de toi à la troisième personne. Donc on va jouer à un jeu où on va citer Eric dans une situation, et tu vas devoir nous décrire à quoi ressemble, comment réagit Eric dans cette situation. On commence avec une question facile. Eric en deal flow, admettons Antoine et moi sommes entrepreneurs. Il est comment, à quoi s'attendre sur un deal flow d'une demi-heure, 45 minutes avec Eric? Eric est très drôle. Non, sur un meeting deal flow, je veux vraiment parler à la troisième personne là? Ouais. Sur un meeting deal flow, il va plutôt essayer de créer du lien avec l'entrepreneur pour créer une relation de confiance. Et ce lien-là, il essaie de le créer surtout par l'humour, par une espèce de côté très friendly, pour tout de suite essayer de comprendre quelque part, à la fois montrer qui il est et en même temps essayer de comprendre comment réagit la personne, qui elle l'est aussi, quoi. Et ça l'aide beaucoup en fait dans sa capacité à poser des questions à l'entrepreneur, parce que ça crée un climat de confiance. Et ça, c'est super important dans un premier échange d'une demi-heure, quoi. Très clair. Une fois que la partie deal flow est terminée, une fois qu'Eric a investi et une fois qu'Eric est à son board maintenant, comment réagit Eric? Comment est-ce que Eric prépare son board? Est-ce qu'il arrive avec ses feuilles et tous les KPI préparés? Et on en parlait aussi avec Paul voilà, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Ou est-ce qu'il y a une autre stratégie? Est-ce que tu peux nous parler d'Eric en board? Alors Eric en général n'a pas le temps de préparer son board, parce qu'il reçoit le deck à minuit la veille du board, quoi. Donc pour Eric c'est compliqué. Et en général il n'a pas besoin non plus, enfin il le prépare évidemment, mais en fait c'est des discussions qu'il a en amont avec les entrepreneurs. Donc il connaît parfaitement en général la situation de la boîte. Et sur le board, globalement ça l'emmerde, parce que soit il connaît déjà les sujets, soit le board c'est juste la matérialisation d'un petit théâtre où parfois l'entrepreneur n'ose pas tout discloser au board member,
Parfois, les board members font un petit théâtre aussi sur quelques questions très techniques qui ne font pas avancer le schmilblick. Donc, généralement, Eric, il aime bien plutôt échanger en one-to-one, en dehors des boards, que ce soit avec les actionnaires ou avec les entrepreneurs. Dernière question du jeu. Eric, avec un co-investisseur, un copain chez un autre VC. Bon, alors, tu as différents degrés de relation, mais comment tu te comportes généralement avec les co-investisseurs? Pas forcément en board. Toujours friendly, en général. Toujours dans la question de créer une relation, un climat de confiance qui permet d'être globalement transparent sur les enjeux de chacun. C'est pas toujours une stratégie qui paie, parce que tout le monde n'est pas forcément fair play dans l'écosystème. En tout cas, la même logique, il y a toujours des gens qui essayent de maximiser évidemment un intérêt. Et à la fin, c'est aussi ça, c'est de la maximisation d'intérêt perso. Mais globalement, Eric aime bien construire aussi cette relation friendly, honnête, transparente avec les gens avec qui il co-investit. Mais donc, du coup, t'es pas du genre pédant, condescendant, à parler que de tes succès et à mettre de côté tes échecs. T'as eu des échos? A priori, non. Ce qui est plutôt sympa, du coup, quand on te voit, quoi. Non, et d'autant plus, moi j'aime bien parler des échecs parce que c'est un métier on est dans un métier qui globalement c'est de l'assessment par les pairs. Donc on est reconnu, notre valeur est reconnue par les pairs. La vraie performance des gens, tu la connais pas vraiment, mais on est reconnu par les pairs. Donc c'est très difficile de montrer un échec ou une vulnérabilité ou quelque chose qui se passe mal, tu vois. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est quand même 80% des cas. Et on ressort plus grandi quand en fait on peut échanger sur ces genres de situations, quoi. Je me permets de rebondir et de faire une dernière partie de ce jeu. Paul nous avait demandé de te poser la question à la fin de notre dernier podcast, et justement tu en parles. Comment Eric fait face à ses échecs et comment justement tu réagis et tu rebondis avec ces échecs? Dis donc, j'ai du mal, ces échecs. Avant, très perso, quoi. Très perso, en disant vraiment, c'était uniquement une confirmation de la nullité d'Eric, quoi. Donc un échec, venait juste valider le fait que l'éléphant qui était au milieu de la pièce, bah ouais, en fait, il était nul, quoi. Donc c'est normal qu'il se plante, quoi, à ce moment-là. Aujourd'hui, très différemment, ça m'empêchait pas de rebondir et de me dire, en fait, parce que j'ai quand même cette ténacité, cette persévérance, quoi. Donc je continue. Ça fait 10 ans que je suis chez Serena, donc ça montre quand même une capacité une constance et une capacité de toujours aller de l'avant, quoi. Donc ça m'a jamais empêché d'avancer. Aujourd'hui, je le prends plus vraiment comme un learning et comme de la normalité. J'ai accepté qu'en fait, se planter, c'était une grande part du métier, quoi. Dernière partie, elle va être très courte. On va te poser quelques questions assez rapides. On te demande des réponses courtes. C'est plutôt des anecdotes. Est-ce que pour commencer, il y a des questions qu'on n'a pas préparées, mais on sent toi libre d'y aller avec Eric. Est-ce que tu peux nous parler déjà de Sébastien Sébastien, chez Serena? collègue et ami. Collègue et ami. Je vais te citer quelques personnes, tu nous cites une phrase ou un adjectif qui te vient en tête. Nicolas Dufourcq, président de BPI France. Diplomate. Emmanuel Macron. Oh. Attends. Ton piège, on la coupera, on verra. Ambigu. Est-ce que tu peux nous citer une licorne à impact? Vercors. Mauvais exemple. Back market. Back market, Back market, c'est vrai. Back market, ça fonctionne. La boîte dans laquelle tu as été le plus fier d'investir? Aujourd'hui, je pense que c'est Accenta je peux développer? Bien Ouais. sûr. Sur la démonstration en fait du côté hybride d'un modèle software et hardware. Et après, en termes de tonnes de CO2 évitées, c'est Helios. Ok, très clair. Très clair. Une situation cauchemardesque en board. Est-ce que tu as déjà vécu une situation cauchemardesque en board ou gênante? Tu n'es pas obligé de citer la boîte en question, mais vraiment une situation compliquée. Un investisseur un actionnaire, un board member, dont la participation à un tour est clé pour que le tour se fasse, et il le sait. Et à ce moment-là, il décide de dire non. Ah ouais, c'est dur ça. Généralement à la dernière minute. Évidemment. Une des personnes avec qui tu préfères travailler, peut-être d'un autre fonds, un co-investisseur. C'était Angélique de Raise, qui a quitté Raise il y a 1 an ou 2 ans, mais avec qui j'aimais beaucoup échanger. Je trouvais que c'était très fluide. Voilà, il y en a beaucoup, mais elle, je me rappelle, c'était très chouette comme discussion et ça avançait toujours, quoi. Et un VC, après on arrête avec le name dropping, mais
Au moins, c'est concret. Merci de te prêter au jeu. À un VC avec qui tu aimerais bien un jour faire un deal et collaborer. Franchement, Paul, du coup, parce qu'en fait, on n'a jamais co-investi ensemble. Mais c'est vrai aussi de l'équipe Daphne, que ce soit Stan ou Shabir. Je pense que c'est des gens avec qui j'aimerais bien bosser. Vous avez fait déjà un deal ensemble? Non. Je crois pas. Non, mais... T'aurais pu citer François plutôt que Paul, mais. Alors, J'aurais pu. Non, mais il y a François, il y a Timothée, il y a plein de gens. Voilà, c'est pas pour faire plaisir, mais il y a plein de gens avec qui je m'entends très bien, mais avec qui, en fait, on n'a jamais fait de deal. une question de conclusion. Est-ce que tu peux nous aider à trouver notre prochaine interviewée? Est-ce que tu as des suggestions, une ou deux? Comme d'habitude, une personne de ton âge et une personne plus expérimentée. Ouais, tu peux faire. Ok. Je pense que côté VC, dans les gens de mon âge, il y a deux personnes. Il y a Jeanne Bourrèche de BPI, qui est quelqu'un de très pragmatique, qui a le côté très un peu terre à terre et qui parle quand il faut parler. Et donc ça, je la trouve assez chouette. Et après, quelqu'un qui n'est pas dans mon univers, mais avec qui je m'entends très bien, qui est Gabriel de First, qui est un mec super smart et qui arrive toujours à avoir des niveaux d'analyse très fins, à la fois micro et macro, quoi. Donc ça tourne bien dans sa tête, quoi. Et des gens plus expérimentés, franchement, il y a côté Serena, et il faut avoir à un moment donné Marc autour de la table parce que c'est quelqu'un qui peut retourner des situations et qui a vraiment qui a 20 ans d'expérience tout simplement, quoi, et qui a vécu des trucs et qui sait retourner des situations. Et vraiment être game changer sur des trucs, et je pense que c'est notre job. Très Génial. clair. Super. Merci d'avoir vraiment joué le jeu. Avec plaisir.